2020. Et à cette occasion, nous avons choisi de créer une programmation dédiée pour mettre en avant toutes les thématiques qui étaient des thèmes forts pour le musée, ce qui constitue l'ADN d'Arkea, pour faire un peu un bilan de ce qu'on a pu faire au cours de ces 10 dernières années, pour tester certaines choses et pour ouvrir aussi des portes vers les 10 prochaines années, voire un peu plus. Alors, je vous présente Arkea Zity, c'est le robot du musée qui a été créé exprès pour l'exposition, pour accueillir le public. Et je propose à l'un d'entre vous de l'allumer. Je prends la main et je me présente. Je suis Arkea Zity, le nouveau membre de l'équipe d'Arkea. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle exposition Arkea Lab. Comme le musée a fêté ses 10 ans en 2020, on s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer qu'on sait innover au musée. Il n'y a qu'à me regarder, plutôt pas mal, non? Alors ici, l'intérêt de ce petit robot, c'est qu'il nous permet de... il reprend ce que je vous ai dit finalement en introduction. C'est ce qui est aussi expliqué de manière plus dense sur les panneaux d'introduction. Mais pour les enfants, ça nous permet vraiment d'avoir un discours qui est adapté. Ils n'ont pas besoin de lire, ils ont directement le contenu de l'exposition, son parcours, et de manière assez ludique et didactique. Donc ça nous permet de squeezer l'obligation de lecture pour les plus jeunes. Et c'est un robot qui est charté Arkea parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué la devanture du musée, mais son visage, en fait, c'est la casquette, c'est la partie haute. Et puis son plastron, il est fait de différents objets assez exceptionnels qui sont présentés dans nos collections permanentes, qui sont représentatifs des collections d'Arkea, et qui ont été modélisés avec notre scanner 3D et donc imprimés avec notre imprimante 3D. Mais on est ici dans la partie recherche. Alors en quoi la recherche est innovante? Elle est innovante parce que elle renouvelle la connaissance sur nos collections et parfois même elle renouvelle la connaissance sur des périodes historiques ou sur les productions historiques de manière plus générale, à des échelles plus grandes que le territoire. Et c'est le cas notamment pour la peinture murale que vous avez représentée ici, en fragmentaire. C'est une peinture murale qui a été trouvée dans des thermes gallo-romains qui faisaient partie d'une villa gallo-romaine. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une villa gallo-romaine. En gros, c'est une grosse production, une grosse ferme de l'époque gallo-romaine. Celle-ci, elle date du IIIe siècle pour le Tiguet. Elle est représentée en partie sur la maquette derrière, mais on en reparlera. Et donc, pour les fermes les plus importantes, il y avait des thermes qui étaient associés. Et ces thermes étaient décorés. Et là, on est face à un décor qui était dans le pédiluve, donc là où on se trempait les pieds avant de rentrer dans les thermes. Et ce décor mural, il est exceptionnel d'abord par son motif, c'est-à-dire que c'est un motif de tapis. On voit les franges ici. Les parties qui sont là, qui ont été disparues, c'est des motifs de pierres précieuses. Et ce motif-là de tapis ou de tissu, on le trouve souvent en Italie, mais en Gaule du Nord, on le trouve très très rarement, voire pas du tout. Par ailleurs, c'est donc un motif où le fond est entièrement en verre. Et là aussi, on trouve rarement, voire pas du tout, de fond complètement vert, parce que ce pigment-là est très compliqué à étaler et les peintres ne l'aiment pas. Donc ils vont l'utiliser juste pour des décors végétaux, notamment. Et puis surtout, là où on a eu un renouvellement de la connaissance sur les peintures murales gallo-romaines, c'est quand on a étudié le pigment qui composait cette peinture murale. L'étude du décor. Et en dessous, on a donc ce qu'on appelle un interactif, donc c'est des choses qui sont manipulables par le public, qui a été réalisé par le Centre d'études de peinture murale qui a étudié cette peinture murale-là, pour cette exposition-là. Et là aussi, c'est une innovation, alors pas technologique, mais en fait, vous pouvez les toucher si vous le souhaitez. C'est fait vraiment avec du mortier, de l'enduit et des pigments comme on aurait pu faire à l'époque, donc les enduits peints des villas gallo-romaines. Numérique. Et donc je vais commencer par les artefacts physiques. Le premier, nous on utilise assez couramment, en fait, puisqu'on en a 2 exemplaires. C'est cette maquette de villa gallo-romaine qui a été créée à l'occasion de l'exposition de la Dolce Villa en 2016. Et donc comme ça paraît être une maquette assez banale. Vous me direz, la maquette c'est pas un élément novateur, on trouve des maquettes un peu partout. Cette maquette elle est innovante parce qu'en fait elle s'utilise en enlevant les blocs, elle est modulable. Et donc quand vous retirez les blocs, quand vous retirez tous les blocs, vous avez
l'état du site archéologique tel que les archéologues le mettent au jour, c'est-à-dire les traces qu'on va retrouver dans le sol, qui sont parfois assez minces et qui permettent aux archéologues de déduire ce à quoi ressemblait l'établissement au départ. Donc vous voyez que généralement on part des fondations qui sont les seuls éléments bâtis qu'on peut retrouver dans le sol. Et puis ensuite, à partir de ces fondations, on va émettre des hypothèses sur la construction telle qu'elle était quand elle a été utilisée. Le plat d'une lame de hache, la partie plane, elle va être frottée comme ça d'avant en arrière pour aplanir, pour bien lisser, pour bien polir toute la surface. La partie la plus large, elle peut également être polie en cercle pour aplanir un peu plus, pour donner un effet un peu bombé sur la lame de hache. Et la partie qui est ici, la rainure qui est ici, qui est beaucoup plus mince, elle permet d'aiguiser les tranches de la lame. Donc en fait, on a 3 types de rainures différentes qu'on retrouve globalement sur les polissoirs de l'époque néolithique. C'est des choses qu'on connaît bien. Mais pour nous, à expliquer au public, si on n'a pas ce geste qui est reproduit dessus, et si nous on ne le fait pas directement, on n'a pas le droit de faire, hein, on ne prend pas les objets archéologiques pour les frotter tels qu'ils ont été fabriqués, c'est compliqué de faire comprendre aux gens le geste en lui-même. Et donc là, quand vous voyez le mapping dessus, vous voyez bien comment c'était utilisé. La vidéo, la 3D restitue tout le processus de création du four et puis ensuite d'utilisation du four. Donc là, c'est vraiment de dire que pour nous, c'est des outils très importants pour valoriser les collections, de pouvoir montrer l'ensemble du processus de création, de fabrication, d'utilisation d'un objet. Parce que quand on a un objet en vitrine, c'est pas toujours évident de comprendre. On a juste cet objet-là. Moi, je vous dis, ça sert à ça. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Quand on vous le montre avec une vidéo ou avec un mapping, tout de suite, ça prend une autre dimension et ça devient plus parlant pour le public. En scène, les objets, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent finalement autour des expositions. Or, c'est très important puisque c'est la manière dont on rend vivant l'objet, dont on le montre au public. Ça peut être par le mobilier, ça peut être par la lumière, ça peut être par des éléments interactifs, on verra ça tout à l'heure. Donc chez nous, c'est fait par le technicien scénographe Gilles Dupré qui est derrière, c'est sa partie. Et l'innovation à Arkea, c'est qu'on a notre propre Fab Lab. Donc depuis 2019, on a acquis plusieurs imprimantes 3D. On a une qui est exposée ici. On a également un scanner. Donc là, on vous a mis un facsimilé qui nous permet donc de le modéliser, d'avoir l'objet en 3D sur l'ordinateur et ensuite de l'imprimer. Et ça nous permet d'avoir des objets didactiques, par exemple, à montrer aux enfants quand on fait des ateliers ou bien lors d'une exposition. Ces imprimantes 3D nous permettent aussi de mettre en scène donc, nos expositions. L'archéologie, c'est de montrer des sites archéologiques ou des monuments qui sont trop grands pour rentrer dans des expositions temporaires forcément, ou des objets qui sont en réserve et qui ne peuvent pas être montrés parce qu'ils sont trop fragiles. Et donc, on se pose la question peut-être de proposer plus souvent des dispositifs holographiques où, par exemple, là, on a la ferme de Voleran, une ferme médiévale. On pose la carte, on choisit et on a la ferme qui apparaît avec sa description qui part sur le casque. Donc, de même que les 2 autres dispositifs, c'est un élément sur lequel on souhaite avoir le retour du public, savoir si c'est quelque chose qui pour eux fonctionne, s'ils trouvent ça intéressant, s'ils voudraient le voir plus souvent dans nos expositions temporaires. Donc finalement, nous, après, on va adapter et c'est pour ça que je vous disais qu'on est aussi sur une exposition sur le musée du futur, c'est-à-dire qu'on se projette sur les prochaines années avec des dispositifs qu'on pourra proposer plus tard.